La saison froide pointe le bout du nez et comme l'occasion crée le larron, les vendeurs de friperies pour enfants, eux, pour y parer, se voient envahis par la clientèle. Triste sort qu'est celui réservé en ce moment au stade général régional de Tillabéri dans un état piteux avancé. Le délabrement est tel que le constat se verra aussi dans ce journal. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. Les travailleurs nigériens de la CNPC étaient en conclave ce matin au siège de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL. Au cours d'une assemblée générale, il a été question de la prochaine attitude à tenir en vue de la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Le compte rendu de la rédaction. Ce cadre ainsi créé se veut celui d'une large concertation entre travailleurs. De la CNPC, ils le sont tous, en vue à l'issue d'en dégager la ligne de conduite, surtout face à l'indifférence dont ils font l'objet. Une assemblée générale qui est la suite logique de plusieurs événements préalables. Et nous sommes là aujourd'hui suite à une série d'événements. L'un des premiers événements était qu'il y a quelques semaines, en début septembre, on avait déposé une plateforme revendicative au niveau de la CNPC. Après plusieurs semaines, on n'a même pas été réussi pour en discuter sur cette plateforme revendicative. Donc, la semaine surpassée, nous avons fait un communiqué à l'endroit des Nigériens, de nos autorités et même de la CNPC pour les prévenir et les mettre en garde de tout ce qui pourrait advenir par rapport à leur silence. Et il y a 2 jours, nos camarades délégués qui nous représentent à la CNPC ont reçu une mise à pied de 4 jours parce qu'ils sont juste en train de réclamer nos droits constitutionnels qui sont légaux et légitimes. Donc aujourd'hui, on se réunit pour se concerter et prendre des décisions par rapport à leurs décisions d'il y a 2 jours. Certes poussés jusque dans leur dernier retranchement, mais pas pour autant de dévier de la voie légaliste qu'ils se sont toujours tracés. On a saisi la justice depuis le début de ce mouvement. Parce que depuis qu'on a commencé ce mouvement il y a 3 ans, nous avons toujours gardé notre ligne droite, c'est-à-dire ne jamais aller à l'encontre des droits de la justice. On fait tout en accord avec les lois de la République. Et ce n'est pas ce que la boîte est en train de faire aujourd'hui. Ces travailleurs nigériens de la CNPC ne sont pas pour autant à leur premier mouvement et loin de se décourager, ils entendent intensifier la lutte les prochains jours. Le régime semi-présidentiel passé au peigne fin, c'était au cours d'un colloque international de 48 heures organisé à cet effet au Niger. Une rencontre qui pour beaucoup cacherait d'autres desseins dont le seul but est de faire sauter le verrou constitutionnel qui limite le nombre de mandats jusque-là à 2. Lawali Aboubakar, acteur de la société civile, il en fait sa lecture des choses. Il n'y a pas de coïncidence inutile. Vous regardez bien dans la sous-région, aujourd'hui, il y a un référendum qui est en train d'être voté dans un pays où c'est également les socialistes qui sont au pouvoir. L'intention, comme en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et un peu partout, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'État sont pratiquement limités dans ce qu'ils peuvent proposer comme rêve à leur peuple. Ce qui les intéresse le plus, quelles sont les erreurs que nous avons eu à commettre, comment est-ce que nous pouvons protéger les arrières et comment est-ce que nous pouvons nous pérenniser au pouvoir. Voilà la grande intention, la grande ligne et le grand parafère de ces chefs d'État-là. Et pour se pérenniser au pouvoir, il faudrait transformer la démocratie en monarchie. En voulant la transformer en monarchie, pour le cas du Niger, il faut bien convaincre l'opinion nationale comme internationale sur les biens fondés de cela. Les biens fondés, c'est quoi? C'est de montrer les faiblesses du régime semi-présidentiel. Donc faire une sorte de procès du régime semi-présidentiel. En faisant ce procès-là, on amène aujourd'hui le peuple nigérien et les amis du Niger qui financent les élections à accepter d'aller vers le changement de la nature du régime. Et en voulant faire cela, le président de la République s'est bien pris avec ses lieutenants. Ils ont bien pensé à cette main tendue-là
qu'il a proposé pour une deuxième ou troisième fois le 2 août dernier dans son message à la nation. Et tous on était embarqués dans le pourquoi. Parce que le président du PNDS, M. Bazoum Mohamed, aurait déjà dit à plusieurs reprises que numériquement, le MRCD n'apportait rien à l'alliance qui est déjà en place, la MRN, sous la présidence donc, de Brigitte Rafini. De l'autre côté, le secrétaire général du parti, qui n'est pas la moindre personnalité comme de ce parti-là, aurait également dit sur une chaîne internationale qu'il n'y a aucune valeur ajoutée que le MSD apporte. Ça veut dire qu'au-delà de nous, les analystes, au-delà de nous, acteurs de la société civile, au-delà de vous, les journalistes et les citoyens, même au sein du PNDS, le parti du président, les gens étaient surpris de comment ou le bien fondé de cette arrivée-là, de cette alliance. Et l'on dit ce n'est pas une alliance avec la MRN, mais eux, c'est une alliance avec le président de la République. S'entendant, le président Issoufou avait besoin des 20 députés du MRCD. Et les 20 députés, aujourd'hui, nous nous réveillons avec ce comité qui réfléchit à la CENI pour harmoniser. Ça, c'est bon. De l'autre côté, on va changer de nature de régime. Il faudrait bien qu'on le vote. Est-ce que le président Issoufou peut passer en faisant le Tazar de en passant par un référendum? Sinon, donc il va passer à l'Assemblée. Et pour avoir 3/4, au Niger, nous savons qu'il y a par le passé, depuis Barré d'ailleurs, on a toujours utilisé l'argent pour faire voter des textes antipopulaires, des textes antidémocratiques et des textes qui enterrent la démocratie elle-même. Et aujourd'hui, avec les 20 députés qui s'ajoutent donc aux députés qu'il y a au sein de la MRN, la majorité est largement réconfortante pour le président de la République pour changer de régime. Comme disent les British, wait and see. La suite de cette édition, tout lentement mais sûrement, l'on s'achemine vers la saison froide, une installation progressive qui ne serait pas sans conséquences aussi bien pour les enfants que les veillards au regard des maladies auxquelles ces derniers feront face. Les images d'Aboubacar Souley commentées par Asmaou Seydou. La saison de froid s'annonce du jour au lendemain et la saison froide, saison pendant laquelle les enfants et les personnes âgées souffrent le plus. Cette période, surtout pour les couches les plus vulnérables, je voulais dire les enfants et les personnes âgées, ils sont en tout cas exposés aux différentes conséquences de ces froids, surtout les infections respiratoires, les infections ORL. C'est pour cela, en tout cas, surtout pour les enfants, que les mamans doivent prendre bien soin de ces enfants, les protéger, comme vous l'avez dit, avec des pullovers, et couvrir surtout les extrémités, la tête et le pied, il faut couvrir parce que c'est à ce niveau que surtout, n'est-ce pas, les enfants s'exposent et que le froid leur induise effectivement des maladies. Au niveau des vendeurs de friperies, c'est déjà l'effervescence. Les vendeurs, eux, se frottent les mains malgré la rareté des clients. Nous, la saison froide, c'est notre saison parce que c'est la saison dans laquelle nous, on fait tout pour avoir tout. Par exemple, tout le monde sont en train d'ouvrir leurs balles de la saison de froide parce qu'il y a beaucoup de clientèle de la saison froide. La clientèle augmente à chaque fois. Mais malheureusement, maintenant, le froid n'est pas encore venu. Les enfants et les personnes âgées doivent être protégés en cette saison afin d'éviter toutes les maladies liées au froid. Actualité dans nos régions et cap sur celle de Tillabéri ou si vous voulez la région du fleuve ou en mission dans cette région. Une de nos équipes composée de 2 Ibrahim s'est intéressée à l'état dans lequel se trouve être actuellement le stade, un joyau pourtant construit à grands frais par l'État, complètement détérioré, abandonné. Constat avec Ibrahim Tikiré et Ibrahim Abdou. Construit à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre initiée par l'ancien président de la République Tangier Amadou, le stade régional de Tillabéri est depuis une période dans un état délabré. Tribunes emportées par les intempéries, gazon inexistant. Bref, les images parlent d'elles-mêmes. Ce triste constat vient s'ajouter à un abandon dont fait l'objet le stade régional de Tillabéri, construit à grands frais sur fonds propres de l'État. Scandalisés, les responsables du football de la région du fleuve ne savent pas à qui s'adresser. Le stade régional de football, c'est vraiment la désolation. Quelque part, en fait, on se rend compte que personne n'est responsable de ce stade. Le stade est en train d'aller vraiment en lambeaux, mais personne ne réagit par rapport à ça. Nous, en tant que Ligue,
nous ne pouvons qu'interpeller en fait les responsables, les autorités, pour qu'ils aient un regard sur ce stade-là. Ce joyau-là qui a été implanté il y a seulement de cela quelques années, 2008, et maintenant tout est parti en lambeaux. C'est vraiment la désolation. Face à la démission de l'État devant la dégradation du stade régional de Tillabéri, le premier responsable de la FENIFOOT s'est exprimé en ces termes. Les images que j'ai vues sont très choquantes, très choquantes. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu autant d'investissements et que ça soit laissé à l'abandon comme ça, au point où ça se délabre à ce point-là. Vous avez vu comme moi les images des tribunes. Je ne parle même pas de l'installation du gazon, je veux dire qu'il n'existe pas, ça peut se comprendre. Mais c'est surtout l'infrastructure en tant que telle, les tribunes, les chambres qui ont été faites, qui sont dégradées à ce point-là. Vraiment, je souhaiterais que quelque chose soit fait. Nous allons attirer l'attention de qui de droit pour que vraiment quelque chose soit fait avant que nous venions en 2017 implanter la pelouse synthétique. Et je pense que la région a besoin de ça et c'est ce stade-là des moyens d'hébergement qui peut permettre des mises au vert d'équipes nationales si on veut les sortir de Niamey. Donc il ne faut pas que ça soit négligé à ce point-là. Vraiment, ça a été quand même pénible à voir, c'est choquant. Construit à grands frais par l'État, le stade régional de Tillabéri est complètement détérioré. Même les étudiants de l'université de Tillabéri qui y sont hébergés dans les vestiaires sont exposés. La balle est désormais dans le camp des autorités et des ressortissants de la région de Tillabéri pour reconstruire le stade régional de Tillabéri. Les Ivoiriens, eux, se prononcent ce dimanche par référendum sur une nouvelle constitution voulue par le président Alassane Dramane Ouattara. Le oui devrait l'emporter, sauf que le véritable enjeu de ce référendum sera la participation des Ivoiriens. Quelques incidents signalés dans plusieurs bureaux de vote où des manifestants ont saccagé le matériel électoral. Le constat est signé Ange-Herman Niani. Dans quelques bureaux de vote comme celui-ci, des actes de vandalisme visant à empêcher la tenue du scrutin, tout comme à l'intérieur du pays, dans le département de Gagnois. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre et depuis, le vote se déroule dans le calme, même si l'affluence des électeurs est faible. Et après le vote cette mi-journée, le président Ouattara est revenu sur ces cas isolés de violence et on a appelé à la responsabilité de ses compatriotes. On peut voter oui ou on peut voter non. Donc on n'a pas besoin d'aller casser, d'aller mettre des barricades. J'en appelle à la responsabilité et au bon sens, mais c'est vraiment des endroits isolés. Vous savez, il y a près de 16 000 bureaux de vote. Quand il y a 3 ou 4 endroits où il y a des difficultés, on ne peut pas en faire un souci. L'opposition dans son ensemble a appelé à un rejet de ce texte constitutionnel qui, pourtant selon le chef de l'État, devrait tourner les pages des années sombres de l'ivoirité. À cette heure-ci, je ne saurais vous dire exactement quel est le taux de participation, même si le taux de participation reste le principal enjeu de ce référendum. Un référendum d'ailleurs auquel l'opposition politique ivoirienne a appelé à voter contre. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est à Bangui en Centrafrique pour mettre un terme à l'opération Sangaris, une opération militaire qui a mobilisé au maximum 2000 hommes et qui aura mis fin aux tueries de masse en Centrafrique, sans pour autant amener à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. Les succès et les ratés de cette opération Sangaris avec Alain Fricker. Quand ces soldats français patrouillent dans Bangui, début décembre 2013, au lancement de l'opération Sangaris, ils sont accueillis avec soulagement par une population apeurée. La France, il faut intervenir rapide, il faut une solution rapide. Si on reste comme ça, les Séléka vont nous tous tuer. Car le fond du problème, ce sont les tensions religieuses entre les Séléka, qui sont des combattants musulmans, et les anti-Balaka, des milices de défense chrétienne. Pour éviter un génocide, la France déploie l'opération Sangaris sur mandat de l'ONU. Je suis très heureux de constater que nous pouvons fermer l'opération Sangaris. Parce que cette opération était un succès. Un succès tout relatif, avec une centaine de civils tués ces 2 derniers mois et un regain de violence, comme ici à Kagabandoro dans le centre. Incendies, pillages et meurtres. À Bangui également cette semaine, beaucoup de tensions. Sangaris et les 12 000 soldats de l'ONU n'arrivent pas à garantir la sécurité. Des réfugiés regroupés dans des camps comme celui de Mpoko à Bangui accusent également de viol certains soldats français et onusiens. De quoi attiser de nouveaux foyers de tension que le président cherche à éteindre.
c'est le pardon, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, qui sont vraiment les seuls éléments qui vont nous permettre de sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, la Centrafrique est coupée en deux, entre milices chrétiennes à l'ouest et combattants musulmans à l'est. La crise a fait des milliers de morts et 1 million de déplacés. Et le départ de Sangaris affaiblira la mission de l'ONU qui reste déployée dans le pays. En Syrie, pendant ce temps, de violents combats ont lieu en ce moment à la périphérie ouest d'Alep. Des groupes rebelles ont ainsi lancé une offensive pour briser le siège d'Alep imposé par l'armée syrienne. Des rebelles islamistes et djihadistes qui ont tiré plusieurs roquettes ces dernières heures. Des roquettes qui ont ainsi tué au moins 400 civils. Le récit de cette bataille d'Alep avec Marie Valleré. C'est une offensive de grande ampleur, lancée par plusieurs groupes rebelles depuis vendredi. À coups de centaines de tirs de roquettes et d'explosions à la voiture piégée, les insurgés se sont emparés du quartier de Dayet al-Assad, une vaste zone résidentielle située à la lisière d'Alep Ouest. La prochaine étape, si Dieu le veut, c'est l'attaque sur l'académie militaire, sur le quartier d'Al-Hamdanieh, avec peut-être 3000 hommes. Dans les prochains jours, la route sera ouverte pour libérer nos frères qui sont encerclés. Cette percée dans une zone tenue par le gouvernement vise en fait à briser le siège du quartier est de la ville, imposé par l'armée syrienne et ses alliés. La tactique utilisée par les rebelles est similaire à celle des précédentes offensives. Partis de l'extérieur de la ville côté ouest, des milliers de combattants ont foncé sur les positions ennemies avec l'appui de tirs d'artillerie. En représailles, l'aviation russe a bombardé la zone, mais les frappes n'ont pas réussi à stopper l'avancée des insurgés. Coupé en deux depuis 2012, entre l'est tenu par les rebelles et des secteurs ouest aux mains du régime, Alep est un enjeu militaire crucial en Syrie. L'Italie, victime d'un nouveau séisme ce dimanche d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter. Une violence réplique des séismes d'octobre et d'août dernier. Heureusement, le tremblement de terre qui a touché la région de Nokia n'a pas fait de victimes. Les images. Le toit et la façade d'une maison s'écroulant dans un nuage de poussière. Voici les premières images du séisme diffusées par la télévision italienne. Il est 7h40 ce matin. Une forte secousse sismique frappe le centre de l'Italie. L'épicentre est situé à 6 km au nord de la petite ville de Norcia, l'une des plus touchées. Les secouristes évacuent à la hâte ces religieuses. Certaines sont portées par les pompiers jusqu'en lieu sûr. Plus loin, un blessé est évacué sur une civière. De toutes parts, les habitants fuient les maisons et accourent pour se mettre à l'abri. Heureusement, quelqu'un nous a dit de sortir. Grâce à lui, nous sommes sains et saufs. Certains habitants prient à genoux devant la basilique du village. L'édifice du XIVe siècle a cédé. Il ne reste que la façade. La basilique Saint-Benoît s'est presque entièrement effondrée. Nous nous recueillons dans la prière. Les dégâts matériels sont importants. Les pompiers effectuent des missions de reconnaissance pour identifier d'éventuelles victimes. À cette heure-ci, il y a plusieurs dizaines de blessés légers. Voilà, ce sont sur ces images pas trop réjouissantes du village de Nocia en Italie que se referme cette édition. D'avoir su bien nous accompagner. Merci. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir. Aussi, bon début de semaine. Au revoir.